en pre-seed, donc on n'avait pas de produit, c'est vraiment sur un deck, quoi. Donc on a fait ça parce qu'on avait besoin de l'argent pour la production majoritairement, et puis pour se payer un peu, parce que vivre à Londres en étant entrepreneur, c'est compliqué. Mais c'était vraiment pour la production, pour le développement des formulations des produits, et la production avant que le produit arrive sur le marché, il y a en effet 12 à 18 mois. Donc c'était absolument indispensable de lever de l'argent, et on a décidé, au lieu de faire un prêt bancaire, on a décidé d'aller on va dire, surfer sur quand même le boom du CBD qu'il y avait à Londres en 2018, et le fait que les investisseurs commençaient à en entendre parler pas mal. Et on s'est dit, on n'a pas de produit, on n'a rien, mais on a un deck avec une idée et on est sûr que le marché est porteur, donc on va essayer d'aller les convaincre. Ouais, très intéressant aussi, assez similaire en fait la situation de l'or, sans peut-être l'aspect pyramide de Ponzi. Mais comment est-ce que, enfin, pourquoi est-ce que vous êtes décidé d'aller lever des fonds alors qu'aussi vous auriez pu peut-être passer par des étapes de crowdfunding? Moi, Non. j'ai fait les crowdfunding, hein. J'ai fait 2 crowdfunding. J'ai fait un premier sur Ulule en 2016. Mais en fait, le crowdfunding, le problème, c'est que vous devez livrer des produits dans un délai de 3 mois max. Sinon, les gens ne souscrivent pas. Or, ça ne correspond pas au délai de BFR dont je vous ai expliqué. Donc, j'ai attendu d'avoir les prêts bancaires, d'avoir lancé les productions pour faire le crowdfunding, qui est une opération de communication finalement. Et ensuite, on a fait un deuxième en 2017. En 2016, quand j'ai lancé, on était encore que hommes. C'est de la cosmétique pour hommes. Et j'ai décidé en 2017 d'être mixte. Et à ce moment-là, j'ai refait une campagne. Et sauf que l'une des grosses erreurs, c'est que j'ai voulu la faire sur Kickstarter. Parce qu'on avait beaucoup de marques d'intérêt des US, mais on n'avait pas de communauté aux US. Donc on l'a lancé sur Kickstarter. Il se trouve que Kickstarter a fermé la campagne parce qu'ils se sont rendus compte que c'était du chanvre. Donc là, on est passé sur Indiegogo, qui est le concurrent de Kickstarter, qui a fermé la campagne au bout de 2 jours. On est revenu sur Kickstarter en enlevant toutes les occurrences du mot chanvre, du mot cannabis. Donc ça veut dire que votre campagne ne ressemble plus à rien parce que c'est votre taxe de différenciation. Donc on a clôturé une campagne assez dégueulasse. Donc au final, on a fait quoi? On a fait 15 000 et quelques sur les plateformes de crowdfunding. C'est chouette le crowdfunding, ça fait de la com, ça crée de la communauté, mais c'est pas avec ça, en tout cas à l'époque, qu'on faisait vraiment des ventes. Aujourd'hui, les gens qui font du crowdfunding, il faut savoir qu'il y a un tiers du montant total qui est dédié à faire juste de la com. Donc ceux qui font des super campagnes à 100 000 euros, il y a 30-35 000 euros qui est passé dans de l'influence marketing, dans du Facebook ad, du Insta ad. Donc la philosophie du crowdfunding de dire aidez-moi à lancer un projet quand vous faites du Facebook ad ou du Insta ad, on l'a perdu. Donc c'est de la campagne de com avant tout, le crowdfunding. Ouais, c'est exactement pour ça qu'on n'a pas fait de crowdfunding. C'est que, enfin, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on avait besoin de plus, enfin, de quand même beaucoup d'argent pour commencer. On a levé un demi-million de pounds, et qu'on n'allait pas faire ça en crowdfunding. Deuxième problème, en effet, vendre un produit au chanvre et au CBD sur une plateforme de crowdfunding, c'était impossible ou très compliqué. Donc on s'est dit qu'on s'emmerderait pas avec ça. Et troisième raison, pour moi, c'était plus un instrument de communication. Donc on s'était dit, on lève de l'argent, on lance des produits, et peut-être par exemple un nouveau produit phare. Là, on utilisera une campagne de crowdfunding pour faire de la com, pour faire du marketing, pour se créer une communauté. Mais pour moi, c'était en effet plus un outil de communication et de marketing que de financement. D'accord, merci. Ouais, c'est très clair effectivement. Donc communication et aussi pour toi l'aspect trésorerie, livrer les produits en 3 mois, complètement impossible. Alors Antoine, t'as pas encore parlé. Toi Antoine, tu as une marque yoga qui est juste présente à côté, mais tu proviens d'abord d'une première vie entrepreneuriale dans laquelle, si je me trompe pas, tu n'as jamais fait de levée. Qu'est-ce que ça représente de ne pas faire de levée en fait? C'est exact. En fait, moi, j'ai lancé une imprimerie en ligne il y a 13 ans, donc complètement autofinancé. Du coup, ça a été la débrouille, quoi. J'ai connu la débrouille, j'ai démarré dans mon salon, etc. Euh, Globalement, le fait de ne pas lever, ça m'a permis d'avoir le contrôle total de ma société. C'était ma première aventure entrepreneuriale et c'était assez important pour moi. Je n'étais pas complètement fermé sur le sujet, mais voilà, je n'avais pas les problématiques de BFR que pouviez avoir, puisqu'il n'y avait pas de financement de stock, de conception de produits. Donc il n'y avait pas de gros besoins de financement. Pour autant, si je fais une rétrospective de ce que j'ai fait, ce que j'aurais pu faire, aujourd'hui c'est une boîte qui a 70 personnes, qui fait 13,5 millions d'euros, qui est bien implantée. Donc c'est plutôt super positif. À la fois, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus gros aussi en levant des fonds. Donc, pourquoi? Parce que sur des investissements matériels, là pour le coup de machines, au bout d'un moment j'ai rentré de la machine, etc. J'ai monté un atelier de production. Et bah, du coup, j'ai pas dégainé ce que j'aurais dégainé si j'avais levé des fonds. Deuxièmement, j'ai pas été à l'international. Enfin, j'ai essayé un petit peu, voilà, sur l'Espagne, mais dès que ça marchait pas, clac, je coupais, tu vois. Voilà, donc
Et du coup, j'ai fait un business certainement moins important que ce que j'aurais pu faire. J'ai moins accéléré. Ça, c'est clair. La levée de fonds te permet en fait d'être une sorte d'accélérateur et éventuellement de te lancer sur des nouveaux produits ou des nouveaux marchés. Mais aussi, tu perds une partie de ta boîte, tu la dilues, tu as moins le contrôle. Donc, ça a des inconvénients qui vont avec. Alors, on a beaucoup parlé donc, voilà, de la levée. Maintenant, Attends, je veux préciser un truc aussi, c'est que en fait, il ne faut pas voir la levée comme juste un instrument financier. C'est effectivement le but premier, c'est ce qu'on va chercher. Par contre, quand je dis j'ai été moins vite, c'est aussi que quand on fait rentrer quelqu'un dans son capital, donc effectivement on a des moyens d'investissement supplémentaires. Ce n'est pas notre argent, entre guillemets, donc on peut en général le brûler plus facilement. Par contre, on rentre quand même des sociétés, des fonds qui peuvent amener aussi une plus-value autre que financière. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit par exemple dans la tech, parce qu'après moi je suis devenu investisseur dans des fonds tech, de la French Tech. Et en fait ce qui est hyper beau, c'est de voir comment un fonds peut amener un réseau de networking de dingue, va ouvrir des portes très rapidement et faire des connexions super rapides, va pouvoir recruter des mecs, voilà, des talents, parce que ça c'est pas évident, etc. non plus. Donc c'est des gens qui ont un gros réseau dont c'est le métier. Et ce qu'ils ont réussi à faire dans la tech, c'est quand même assez fabuleux. Et tu as des boîtes qui ont vraiment accéléré. Donc il ne faut pas juste se dire que c'est pour financer de l'exploitation ou de l'export à l'étranger ou ceci, cela. C'est aussi pour aller plus vite, quoi. C'est en quelque sorte, c'est pour accélérer, quoi. Non, mais bien sûr, c'est un accélérateur financier, mais aussi avant tout opérationnel. Alors, donc on a parlé de la justification et du bien fondé de lever des fonds. Maintenant, quelles sont les difficultés inhérentes au secteur? Laure, je vais peut-être te laisser commencer parce que tu as commencé en 2014. Du coup, le secteur n'avait pas du tout le même aspect qu'aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Au début, c'est sûr qu'on parlait que de chanvre. Il n'y avait pas de cannabinoïdes jusqu'à 2017-2018. Ce n'était pas un sujet. Donc le chanvre pas super sexy pour les fonds d'investissement. Donc nous, ce qu'on vendait plutôt, c'était la cosmétique naturelle, les fameuses DNVB, Direct Vertical Brand, donc des marques qui sont créées pour Instagram, sauf qu'on ne pouvait pas faire de pub Instagram, donc ce n'était pas très utile. Autant vous dire que j'ai beaucoup galéré pendant très longtemps sur les fonds. Pendant un moment, il y avait la rumeur que s'ils avaient BPI au capital, les fonds ne pouvaient pas investir chez Ocaran parce qu'ils risquaient de perdre leur agrément de fonds. Encore aujourd'hui, j'ai des soucis. J'ai un petit fonds d'investissement au capital. Quand on sort des nouveaux produits, c'est toujours un peu, typiquement l'antidote, ils ne voulaient pas que je le sorte, qui est notre huile de CBD. On a eu des difficultés l'année dernière où j'ai un peu fait fi de tous les conseils de tous les financiers. J'ai sorti le produit qu'ils m'ont refusé et finalement, c'est 30% de nos ventes aujourd'hui. Donc, moi, quand tu me dis c'est un accélérateur, on va plus vite, super, mais on peut aussi aller plus vite dans le mur. Quand on lève beaucoup d'argent, on y va en autoroute souvent. Et justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut choisir. Faut choisir. Effectivement, c'est pas juste. Tu prends pas juste du cash. Tu emmènes aussi une société, un fonds, et donc des gens qui vont avoir des positions, donc qui peuvent t'accélérer ou te ralentir, voilà, contrarier ou te dégager aussi, hein. Donc les difficultés, c'est le secteur, il est très très tendu pour eux. Ils savent pas trop s'ils peuvent y aller ou pas, donc ils mettent un petit orteil. Nous, le fonds qu'on a au capital, au total, il a mis 200 000 euros chez moi. Normalement, ils mettent des tickets entre 1 et 10 millions. Donc on est vraiment le plus petit business dans lequel ils ont investi. Non pas qu'ils n'avaient pas d'ambition pour nous, mais ils avaient peur constamment de savoir s'ils allaient se faire enlever une accréditation ou pas. Donc il y a le sujet du CBD. Ils y vont vraiment mollo. Ça, c'est un fonds français? Fonds français, ouais. Et après, moi, j'ai perdu un temps de dingue avec tous les fonds américains, canadiens, puisqu'ils cherchaient des positions en Europe. 2016-2017, il n'y avait pas grand monde en Europe. Et alors, ils voulaient une femme, et si possible en cosmétique, parce que cosmétique, c'est moins risqué. Donc, je me suis tapé tous les roadshows États-Unis, alors les Tilray, les Canopy Rivers, tous les... Grandes entreprises canadiennes. Ouais. Voilà, les Aurora, les machins. Alors ça, j'ai écumé les bureaux. Mais au final, ils vont chercher de l'info. Ils sont rapides pour shooter des lettres d'intention, mais il y en a une sur deux qui pète. Donc, c'est pas du tout la même philosophie que les fonds en France. Donc, personnellement, j'en garde une expérience assez amère. Donc, pour moi, levez ce que vous pouvez lever au moment où vous en avez besoin, mais ça sert à rien de voir trop gros. Tout le monde flippe parce qu'il y a plein de business qui se lancent. Il y aura toujours de la concurrence. Faites la chose dans laquelle vous croyez à votre tempo. Et donc, moi, ce que m'ont appris les levées de fonds, c'est la patience. C'est de ne pas vouloir aller trop vite, justement, pour être le plus gros et se demander pourquoi j'ai envie d'être la plus grosse. Si ce n'est pas pour des bonnes raisons, ça ne sert pas à grand-chose.
Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en t'écoutant, on a l'impression qu'il y avait quand même beaucoup d'interlocuteurs qui étaient prêts à écouter ton discours, etc. Mais j'imagine qu'aussi il y a avoir pas mal de gens qui ne voulaient même pas en entendre parler quand tu arrivais avec ton produit, En fait, CBD, les fonds, chanvre. il faut savoir que les fonds, ils ont des gens, des analystes qui servent qu'à faire des veilles, des études de marché. Donc ces fonds-là, ils sont très contents de vous recevoir pour connaître le marché, vous poser des questions, avoir des infos. C'est juste qu'ils ne sont pas du tout intéressés en vrai pour investir derrière, mais les analystes ont tout intérêt à venir vous parler. Donc des rendez-vous analystes, j'en ai fait beaucoup, mais c'est moi qui perdais mon temps au final. Oui, ouais, d'accord. Et alors au point de vue, parce que là, on parle beaucoup des fonds, au-delà des fonds, il existe évidemment d'autres types d'investisseurs qui peuvent rentrer au capital, par exemple des business angels. Toi, tu as eu, il me semble aussi, des business angels dans ton capital. Ouais. Ça, c'est peut-être une discussion qui est plus facile. En fait, vous avez les business angels, donc c'est des particuliers qui ont de l'argent. Les family office, c'est des grosses familles qui se réunissent et qui utilisent leur argent pour ça. Les venture capitalistes, qui sont les fonds qui eux ont des fonds de fonds au-dessus d'eux. Donc il y a vraiment plein de typologies. Moi, j'ai fait les business angels. Si je peux donner une reco, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, les petits tickets, ils vous mettent 10, 15, 20 000 euros. C'est les pires à gérer puisqu'ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas l'habitude de mettre des tickets. Et c'est eux qui prennent le plus. Ça agite les bras de l'autre côté. Je crois qu'il y a une question. Ah, il y a une question. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Non, non. Bon, on va Du coup, je continuer, continue. Donc, plus ils mettent des petits tickets, plus ils peuvent être embêtants. Moi, ceux sur lesquels j'ai eu des blocages dernièrement, c'était ça. Ceux qui mettent des très gros tickets, les 100 000, 250 000, c'est des gens qui sont structurés, qui sont prêts à perdre cet argent et finalement, c'est les plus faciles à gérer. Mais ce qui est compliqué, c'est de les rencontrer. Donc, c'est du réseau qu'il faut se créer du réseau. Moi, en passant par Station F, j'ai été incubée par Sephora, puis par L'Oréal. Donc, c'est vraiment en rencontrant des gens. L'Oréal, que je n'ai jamais eu au capital d'ailleurs, parce que je ne sais pas pourquoi il y a plein de gens qui racontent ça, mais ce n'est pas Il y a eu vrai. des rumeurs, ouais. Oui, c'est pas vrai du tout. Mais voilà, business angel. Et après, ce qui peut être intéressant, sinon, c'est le crowd equity pour vous. Donc, c'est comme le crowdfunding, sauf qu'au lieu de livrer des produits derrière, les gens prennent des parts dans votre entreprise. Nous, on l'a fait via Anaxago, qui n'est pas la plateforme. Ils sont plutôt immobiliers normalement, mais voilà, il y a des plateformes qui existent. Et au SPC, on a pas mal de contacts dans la finance si vous avez besoin pour ce type de plateforme. D'accord. Merci beaucoup, Laure. Toi, Kitri, est-ce que tu as rencontré des difficultés propres au CBD dans ton marché, le Royaume-Uni? Moi, je dois dire que je n'ai pas rencontré de difficultés. Vraiment, on a levé de l'argent assez rapidement. Alors, on avait un family office français. Et ensuite, on avait 2 fonds de capital risque de VC, un américain et un basé à Dubaï. Et en fait, je pense que... Alors, il y avait un fonds américain qui arrivait tout juste en Europe et qui avait ouvert un bureau à Londres. Vous m'entendez? Ouais. Et qui voulait absolument, enfin voilà, qui commençait tout juste ses investissements en Europe et ils cherchaient tout type d'entreprise et pour eux c'était assez normal en fait d'investir dans une marque qui utilisait du CBD, du chanvre, ça se faisait déjà depuis longtemps aux États-Unis, donc aucune difficulté là-dessus. Et les 2 autres fonds, aucune difficulté non plus. Après nous aussi on avait un positionnement, notre identité n'est pas une marque, n'est pas complètement autour du cannabis et du CBD. On ne se présentait pas comme une marque de CBD, on se présentait comme une marque de produits naturels. On utilisait d'autres ingrédients que le CBD, donc peut-être que la perception du risque était peut-être un peu plus faible parce que voilà, c'était pas non plus notre cœur de métier, c'est pas le cœur de la marque. Mais je dois dire que en tout cas à Londres et les investisseurs qu'on a rencontrés, qui étaient majoritairement internationaux, en fait, on a rencontré juste un investisseur français et ça a marché. Mais sinon, le reste, c'était américain, anglais ou autre. Et il n'y avait absolument pas de frilosité. Vraiment, c'était... Ouais. Il y avait une expérience passée dans le secteur, dans leurs différents pays d'origine même. Je pense que donc pour le fonds américain, oui. Pour le fonds à Dubaï, c'était un fonds qui en fait investissait beaucoup aux États-Unis. Donc il y avait une certaine connaissance du marché. Et je pense qu'ils avaient juste... pour moi, dans mon expérience, ce que j'ai vu, c'est qu'ils n'avaient pas du tout la même approche du risque et la même perception du risque. Et je pense qu'en tout cas, les 2 fonds américains, parce que l'investisseur français est un family office, c'est un peu différent, mais les fonds de VC qu'on a eus, je pense, ils intègrent totalement le fait que c'est leur métier de prendre des risques. Et après, ils n'ont pas mis des tickets énormes non plus. Donc c'est différent. Je pense que quand on lève en pre-seed comme nous, donc ça reste des montants relativement petits pour ces fonds de capital risque, parce que c'est des tickets de 100, 200 000 euros, ou pounds. Je
je pense que pour eux, voilà, ils assument totalement le fait de prendre un risque sur une marque qui a un produit relativement risqué, mais clairement, c'est pas comme en France, parce qu'en Angleterre, il n'y avait pas du tout les mêmes problèmes réglementaires qu'en France, donc c'était pas les mêmes sujets quand même. Et alors, juste toute petite parenthèse, du coup, mais on parle de la réglementation. Toi, Laure, tu as parlé à des Américains, des Canadiens. Donc, toi, tu as eu des Américains, des gens de Dubaï. Ils ont le temps de vraiment se pencher et de comprendre la réglementation propre aux différents marchés européens? Non, ils y vont vraiment. Non, en fait, il part du principe que le marché français, c'est le plus serré. Donc c'est pour ça que nous, ils voulaient rentrer par la cosmétique pour un peu voir ce qui s'y passait. Après, ils ont des assurances que nous, on n'avait pas. Nous, à l'époque, avoir une assurance dans le marché du CBD, c'est très compliqué et c'est encore toujours pas très, très facile. Donc ils peuvent se permettre d'y aller plus fort et perdre de l'argent. Ils misent plus gros, ils sont prêts à perdre plus, mais pour gagner plus. Alors que nous, en France, on veut toujours tout sécuriser. On fait des LOI, de l'espace, avec derrière beaucoup de sécurisation. Là-bas, c'est plein de balles. Mais du coup, comme vous levez plus gros, vous devez donner des rentabilités qui sont délirantes. C'est faire du x5 dès la première année. Ils veulent faire des multiples de 100, 150. Enfin, c'est vraiment... Voilà, ils attendent... donc, ils veulent vous mettre dans tous les Sephora du monde. Vous vous embarquez dans un truc qui peut vous dépasser à un moment. C'est ça, il faut faire attention. Prendre de l'argent, ça a un coût. C'est loin d'être gratuit. Et le coût, souvent, c'est votre projet, votre vision qui peut être un peu déviée. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que voilà, chaque fonds ont leur culture différente, mais souvent les fonds de capital risque prennent des plus gros risques et attendent évidemment des retours plus importants. Ça vous demande de faire du reporting, mais aussi, nous on avait, je pense aux fonds américains qui pour le coup étaient vérifiés et étaient beaucoup plus en relation avec nous de façon régulière pour voilà, savoir comment est-ce que les ventes se passaient, etc. Ils sont aussi du coup plus proactifs dans l'aide qu'ils vous apportent. Ils vous proposent de l'aide opérationnelle. Mais en effet, ils ont une logique de rentabilité qui est beaucoup plus agressive. Donc c'est pour ça qu'on en revient à la première question. C'est en effet un choix d'aller chercher de l'argent auprès de VC. Si vous avez envie de vous positionner très fort, très vite il faut vraiment intégrer et accepter cette culture de la vitesse et un peu de l'agressivité dans le business, quoi. Alors bon, là c'est le cas d'investisseurs étrangers. Maintenant, si on se recentre sur le marché français, d'ailleurs tout le monde n'a pas la possibilité d'être mis en contact avec des investisseurs étrangers, de rencontrer. En fait, quels sont les acteurs qui commencent à investir en France? Je vais peut-être commencer par te donner la parole, Antoine. Toi, Antoine, tu as ta marque Yoga, mais tu as également aussi la financière du chanvre qui a vocation à financer des entreprises du secteur. Voilà. Pourquoi mettre ça en place? Qu'est-ce que tu recherches dans les entreprises que tu vas rencontrer? En gros, moi je comprends tout à fait, Laure. Hein. Moi, j'ai pas levé, si tu veux, que ce soit amer pour toi. J'ai pas levé parce que j'avais pas envie de vivre ces emmerdes et d'avoir une politique dictée. On est des gens indépendants quand on est entrepreneur. Et en général, c'est vrai que se faire la leçon et parler avec des gens parfois qui connaissent pas leur sujet ou qui demandent des reportings de dingue et qui font pas avancer la boîte, je comprends bien que ce soit hyper dérangeant. Moi, pourquoi je fais ça? C'est parce que globalement, moi j'ai toujours défendu le Made in France, quoi. Bon, c'est un petit côté un peu chauvin et tout. Mais du coup, je trouve que c'est un pays, on le sait tous, là, qui a vraiment un truc à faire sur le chanvre, une place à prendre, un énorme marché de consommateurs, etc. Bon, globalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce marché, il est aux mains des boîtes étrangères. Ce que j'ai en tête, c'est de reproduire un peu à ma mesure ce que j'ai pu voir dans la tech, où effectivement on utilise des applis toute la journée américaine, mais pour autant on a des superbes histoires. Donc moi je participe à des fonds qui ont été montés par des entrepreneurs. Donc c'est assez différent dans la philosophie et c'est pas des fonds techniques. Et donc c'est ça que j'ai envie de créer parce que je trouve ça hyper vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, ça fonctionne avec un certain nombre d'entrepreneurs qui ont tous des spécialités, un carnet d'adresses, etc. Et qui vont venir accompagner des boîtes pour effectivement aller plus fort et aller plus vite si elles ont envie d'aller plus vite. Effectivement, la boîte, ou moi, mon modèle sur Print Clock historique, j'ai été à ma vitesse, j'ai bossé quand même comme un fou, mais voilà, j'ai été à un certain rythme.
J'ai pas fait d'ouverture de pays, j'étais pas dans des avions systématiquement, etc. Donc là, globalement, l'idée, c'est de créer un fonds d'entrepreneurs qui puisse financer des actifs en France et qui puisse amener de la puissance aux boîtes françaises. Si je récapitule, donc toi, tu aimerais bien t'entourer d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs en capacité d'investissement afin donc, de financer des entreprises du marché local, du marché domestique. Est-ce que tu as déjà une typologie d'acteurs que tu aimerais bien financer en tête? Alors, on regarde un petit peu. En gros, l'idée, c'est. Parce qu'il y a deux projets, en fait. Il y a un projet qui est plutôt un projet opérationnel, qui est plutôt lié à la création d'un groupe. Donc, d'un groupe avec différents canaux de distribution qu'on aimerait adresser, les plus complets possibles, et faire jouer des synergies entre les marques. Donc, ça, c'est un projet, on va dire, plutôt industriel. Et après, il y a un projet purement financier. Donc, il y a Gaetano qui devait être avec nous, là, de Oscar et Capital. Donc, là, je mets des tickets dans des fonds, parce que justement, c'est des gens qui ont des réseaux qui permettent de faire des éclairages, des rétro-éclairages par rapport à d'autres marchés, donc de défocuser par rapport à ce qu'on peut voir. En l'occurrence, le cannabis médical. Voilà, typiquement. Voilà, et donc on regarde différents sujets, que ce soit des verticales, on regarde toutes les verticales, en gros, aujourd'hui, la filière chambre. Et tu vas regarder des entreprises qui sont à quelle taille, à quel stade de maturité? Alors, le problème, c'est que les boîtes viennent de se créer. Donc, d'une, c'est difficile de les valoriser. De deux, elles sont un peu inquiètes ou pas trop staffées pour. Effectivement, ça peut être. Enfin, ça demande de l'énergie pour les founders. Donc, nous, on regarde des boîtes qui sont déjà un petit peu structurées et qu'on pourrait effectivement accélérer. C'est un peu le terme qui revient. Mais regardez quelle synergie on peut amener, évidente sur le papier. Après, il faut encore les exécuter. Voilà. Ouais, donc en fait, si on récapitule, il y a les fonds d'investissement traditionnels étrangers, mais qui viennent avec les conditions compliquées qu'on a évoquées. Il y a un petit peu de fonds français qui commencent à regarder. Et après, ça va être principalement en fait des family office ou des business angels. Mais justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, il n'y a personne qui a investi. C'est que les institutionnels n'y vont pas. Les family office, ils ne sont pas pressés. Donc globalement, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. C'est principalement les business angels. Ouais. Et donc, si ce ne sont pas les entrepreneurs qui ont un peu de cash, qui vont donner aussi de la crédibilité au projet, etc., les projets ne seront pas financés. Alors qu'à l'étranger, il y a déjà une économie en place, des acteurs qui pèsent. Et donc, c'est eux qui vont, à un moment donné, venir racheter les boîtes françaises, quoi, c'est clair. Ouais, c'est le risque. Alors, on a parlé donc de tous ces acteurs. Et juste un type d'acteur qu'on n'a pas évoqué, enfin, tu l'as très rapidement évoqué, Laure, c'est les acteurs publics. Donc toi, tu as été en discussion avec la BPI, si j'entends. Et alors, quel est leur point de vue sur le domaine? Écoute, ils ont beaucoup changé de point de vue, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la BPI est relativement ouverte aux investissements dans le CBD. Il faut savoir que vous avez plusieurs leviers avec eux. Le premier, c'est si vous faites une levée, derrière, vous pouvez avoir un emprunt à hauteur de 1/3 à 50% de la levée qui est contre-garanti par BPI. Donc ça, c'est un premier levier qui est très bien. Eux investissent en direct. Ils ne sont pas très secteur industriel. Ils préfèrent la marque. C'est consumer. C'est plutôt ça leur axe. Nous, on n'a pas avancé sur cette partie-là avec eux, mais je sais qu'ils sont ouverts sur le sujet. Donc, ça vaut le coup. Et après, vous avez en région de la sub, parce que c'est quand même là-dessus que beaucoup de choses se passent. Nous, on n'a jamais été subventionnés pour rien du tout, parce qu'ils partaient du principe que la cosmétique, ce n'était pas innovant. Ça se discute. Mais en tout cas, vous pouvez avoir de l'aide en région sur des projets avec BPI. Et après, le vrai financeur des entrepreneurs en France, c'est le chômage. Hein. C'est partir avec une bonne rupture conventionnelle. Hein. On ne va pas se mentir. Oui, non, c'est vrai qu'on voit de plus en plus le cas. En Angleterre, est-ce qu'il y a de l'argent public qui est investi dans le secteur? À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des barrières. Enfin, je pense pas qu'il y ait de barrières à l'investissement dans le CBD, mais il n'y a pas d'aide spécifique à ce secteur. D'accord. Enfin, Alors, à ma connaissance. D'accord, merci Kitri. Alors, on a évoqué en fait les types d'investisseurs, les difficultés propres au secteur. Maintenant, une fois que vous êtes amené à rencontrer un investisseur, là ensuite vient presque le plus dur, j'ai envie de dire, c'est la négociation et comment se mettre d'accord, à quel terme l'investisseur va-t-il rentrer dans ton capital,
Le risque, évidemment, c'est qu'ils te diluent trop et que tu n'aies plus la propriété de ta boîte. Donc, je vais peut-être te laisser commencer, Laure, mais toi, comment ça s'est passé? Nous, ce qui était un tout petit peu spécifique, c'est qu'en 2017, donc j'ai fait une première levée de 300 000 euros. À ce moment-là, j'étais financée par de la dette, sauf que j'arrivais à un moment où je remboursais la dette avec de la dette. Donc, je n'étais pas en posture de force. La question du pourcentage dépend de est-ce que vous êtes en posture de force ou non. Bon, moi, j'ai lâché 25% pour 300 000 euros, ce qui est énorme a posteriori. En règle générale, vous lâchez entre 15 et 20 sur le seed. Sauf que maintenant, les seeds qui sont Le premier tour. le premier tour, Première levée que vous faites. ils ont beaucoup changé. Moi, 300 000 euros dans la cosmétique en seed en 2017, c'était OK. Maintenant, les seeds, ils sont à 1 million. Donc, pour 1 million, vous lâchez toujours que 15 ou 20%. Donc, le système financier français est en train de s'américaniser. Donc, on fait comme les Ricains, on fait des grosses levées pour aller chercher du gros chiffre d'affaires pour financer du Facebook Ad et du Insta Ad ou du Google en grande partie. Mais les mentalités des investisseurs n'ont pas encore suivi. Donc, ils vont vous demander un peu plus. Et après, ça dépend si vous faites du chiffre d'affaires ou pas. L'avantage, quand vous ne faites pas de chiffre d'affaires, c'est qu'il n'y a que ce qu'on appelle du goodwill. C'est que vous pouvez vendre du rêve sur un PowerPoint et mettre des grosses levées. Quand vous commencez à faire du chiffre, là, c'est plus compliqué sur les multiples à proposer parce que ça peut vite devenir des multiples de chiffre d'affaires. Donc, il faut envoyer du chiffre pour justifier le montant. Mais que vous arrivez par une approche de chiffre d'affaires ou une approche de combien je suis prêt à lâcher, dans tous les cas, sur du seed, vous lâchez 15-20. Et sur les tours d'après, c'est à peu près les mêmes montants. Donc, il faut prendre suffisamment d'argent sur le premier tour pour pas devoir relever à la casse sur les tours d'après. C'est ça qui est un peu toujours sport. Et dans un secteur où, quand il y a un Covid qui arrive, il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, donc en fait, on est à un stade aujourd'hui où on n'a peut-être pas assez de recul aussi pour avoir des multiples. Ça veut dire qu'on va lever de l'argent en disant « Ah bah tiens, lui a fait 5 fois le chiffre d'affaires, par exemple, ou je sais pas, 3 fois la rentabilité. » Là, on n'a peut-être pas le recul. Et en plus de ça, comme tu dis, les boîtes sont jeunes. Elles n'ont pas encore de chiffres vraiment à présenter, ou elles ont peut-être 1 an d'exercice. Elles ne font pas beaucoup de chiffres. Donc, c'est difficile, d'autant plus. Comment ça s'est passé de ton côté, Kitri? Donc nous, c'était en pre-seed. Donc, comme disait Laure, c'est sur un PowerPoint. Vous essayez de vendre du rêve. Et si vous êtes un bon sales, vous arrivez à faire signer un papier à un investisseur. Et là, c'est de la négociation. Donc, c'est vraiment... à combien la boîte va être valorisée, pour quel montant est investi et du coup combien est-ce que vous êtes prêt en tant qu'entrepreneur à lâcher de capital. Et là voilà, c'est des conversations et de la négociation à faire tout simplement. Ce qui en effet, tout simplement non, mais c'est vraiment pour le coup, c'est vous vous basez pas du tout sur... Alors évidemment les investisseurs ils connaissent très bien leur métier, donc ils prennent ils vont faire un benchmark sur les boîtes de compléments alimentaires, de cosmétiques, voilà. Mais c'est surtout la négociation entre vous et l'investisseur, ce qui est en effet très différent du moment où il faut relever après avoir lancé l'activité, où là on va regarder vos chiffres très concrètement, et c'est, je pense, beaucoup plus difficile de lever de l'argent à ce moment-là. Oui, mais alors, Laure disait que c'est pas mal sur du goodwill, donc sur de l'image de marque. J'imagine que c'est aussi sur l'écriture d'une belle histoire. Tu dois leur proposer un futur alléchant, évidemment, Oui, mais basé sur des réalités quand même plus ou moins tangibles. Oui. En fait, il y a toujours, c'est un peu une recette, c'est plus un art qu'une science, je pense, de vendre un concept quand il n'y a pas encore de produit. Mais il y a évidemment toute une histoire à raconter sous-tendue par des tendances que vous pouvez observer dans le marché. Donc, il faut chiffrer son marché, il faut dire que vous allez prendre telle part de marché. Après, évidemment, vous essayez d'apporter tous les arguments objectifs possibles. Mais je pense que, nous, en tout cas, on avait quand même beaucoup travaillé la marque, l'identité, l'histoire de la marque, même si on n'avait pas encore de produits. Si, on avait quand même des exemples de produits qu'on avait fait dans nos laboratoires à Londres, mais on n'avait pas le produit fini, on n'avait pas encore l'image de marque aboutie qu'on voulait avoir. Mais clairement, c'est une histoire, et c'est une histoire, c'est aussi une énergie. Je pense que les investisseurs investissent dans les personnes qu'ils rencontrent beaucoup. C'est ce qu'ils vous disent beaucoup quand c'est très early stage comme ça. Ils vous disent, nous, on investit dans des gens, dans des entrepreneurs. On sait très bien que tout est extrêmement risqué. Et puis après, oui, évidemment, vous essayez de montrer des tendances positives. Et sur ce marché-là, c'est quand même assez évident qu'il y a une grosse opportunité, quoi. Oui, bien sûr, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Je retourne la question à toi, Antoine. Comment est-ce que toi, tu appréhendes cette question quand tu es de l'autre côté de la table, quand tu rencontres des porteurs de projets qui arrivent, qui disent, on aimerait bien lever 100, 200, 300 000, mais la boîte existe que depuis quelques mois et n'a peut-être pas encore vendu le moindre produit. Comment est-ce que tu essaies d'appréhender ça et d'arriver à leur proposer des termes qui soient satisfaisants pour les deux parties et qui te permettent d'avancer? Comme le disait par exemple Kitri, c'est vrai que c'est de la négo.
C'est un exercice difficile parce qu'en général, ce qui se passe sur un marché, c'est qu'on regarde un référentiel de transactions et puis on se dit voilà les valos qui ont été réalisés sur telle transaction. Donc ça fait une moyenne en gros sur un marché, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas ça en France. Il y a eu très peu de transactions à part. Voilà, donc globalement, un fonds, alors tout dépend à quel niveau tu te mets. Si c'est un fonds, il va essayer d'avoir une rentabilité autour d'avoir un multiple de 2,5 à peu près. Hein, si je ne dis pas de bêtises, de 2,5 sur une durée de vie, un fonds. Oui, donc tu veux dire de réaliser Une un profit plus-value. de 2,5 fois la mise à Deux la fois et sortie. demi la mise, c'est ça son objectif. Et là-dedans, en fait, il va avoir en général une boîte star, quelques-unes qui va revendre à peu près, enfin, pour des valorisations similaires à son ticket d'entrée, et puis il va avoir un tiers de casse à peu près. Donc c'est en gros ce que les boîtes ont en tête. Nous, enfin moi à mon niveau, hein, parce qu'aujourd'hui le projet n'est pas staffé, la financière du change, donc j'ai pas mal de discussions. Voilà, j'ai étudié le marché avec humilité aussi, puis ça fait pas longtemps que je suis dedans. Mais en gros, le truc, c'est que quand tu arrives sur une boîte qui est jeune, en fait, ce qu'il faut voir, je pense, c'est plutôt qu'est-ce que tu vas pouvoir amener à cette boîte, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire. Parce que finalement, la boîte fait pas trop de chiffre d'affaires, donc c'est difficile de prétendre à une grosse valorisation, sauf si elle a quoi? Des actifs comme des brevets, par exemple. Mais si c'est pas le cas, il n'y a pas grand-chose à valoriser à part l'équipe. Voilà, donc qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Et donc, quel prix tu vas être prêt à payer pour essayer de faire ce truc? Et je pense qu'il faut en fait que des deux côtés, surtout, il y a un projet commun en se disant, voilà, tu fais tel chiffre d'affaires, etc. Est-ce qu'on vise ce truc-là? Ouais. Est-ce qu'on y croit? Ouais. Bon, ben, si on y croit, on se met d'accord sur quelque chose qui convient à tout le monde. Voilà, mais c'est la base dans l'État, c'est la vision commune, je pense. La vision commune, où est-ce qu'on s'embarque? Oui, donc ça rejoint ce que Laure et Kitri disaient, c'est qu'effectivement, c'est avant tout une négociation et à ce stade, c'est pas une science, c'est plus vraiment des rencontres qui vont nous permettre. Mais pour autant, tu vas quand même demander des bilans, mais c'est vrai qu'en général, tu as des chiffres d'affaires. Parfois, tu as des boîtes qui ont fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'il y a des outils comme les BSR que nous, on a mis en place. C'est des bons de souscription d'actions. Quand vous avez un investisseur qui veut rentrer rapidement, mais qui n'a aucune idée de la valo, parce que soit c'est pas son métier, soit votre boîte, elle est sur une période de vie un peu transitoire, il va se caler sur la valo du tour d'après. Donc lui, il rentre avec une idée de fourchette, par exemple, je sais pas, entre 1 et 3 millions de valos, mais c'est vraiment très très large. Et il a un discount sur la prochaine levée. Donc si au prochain tour, finalement, le montant choisi, c'est 3 millions de valos, lui, il aura 20-25% de réduction sur ce montant-là parce qu'il a pris le risque de rentrer avant tout le monde. Ça, c'est un outil qui s'appelle SafeNote aux États-Unis, qui est arrivé en France. Le problème, c'est qu'en France, on met toujours de la complexité là où il n'y en a pas. Donc d'un point de vue fiscal, ça n'a pas été super bien goupillé. Donc c'est pas pratique pour les gens qui ont de l'argent à défiscaliser notamment, et les business angels, c'est majoritairement des défisques. En tout cas, il y a cet outil-là qui permet de faire entrer très vite des gens sur une valo non définie, et vous savez juste qu'ils auront un discount sur le tour d'après. Après, je dirais quand même, parce que pour des boîtes qui ont déjà un chiffre d'affaires établi, qui n'ont pas d'actifs incroyables, type le brevet du siècle, moi je pense qu'une valo, c'est une valo de société globalement commerciale qui va être entre, je sais pas, en fonction aussi de la croissance de la boîte, mais qui va être entre 6 et 10 fois l'EBITDA. Si c'est une boîte qui a déjà quelques exercices qui tournent. Bon, écoutez, je crois qu'on me fait signe qu'on a bientôt fini. Il y a une dernière question de la part du public qui n'est pas directement liée à notre sujet, mais qui est quand même en lien avec ce qu'on a dit et on l'a légèrement évoqué tout à l'heure. C'est est-ce que Facebook et Instagram vont débloquer la publicité pour le CBD? Quelle bonne question. Ils l'ont débloqué, Facebook aux US, ils font des tests sur certaines marques. Donc c'est en cours. Pour l'instant, sur la France, non. Non, ouais, j'ai les mêmes informations. Voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de mieux comprendre l'enjeu des levées de fonds dans le CBD. Merci. Merci. Et juste pour vous dire, merci beaucoup. On a encore des conférences demain, donc on vous demande, si vous êtes intéressé par l'univers du CBD, je pense que vous l'êtes, de rester connecté, de nous retrouver demain dès 11h pour cette dernière journée du Salon du CBD, toujours en direct à Paris. Allez sur le site, vous avez le streaming, vous pouvez nous suivre. Et merci à tout le monde.